Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur, le Minimag, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Mathieu Driol pour la commo du jour, une commo du jour aujourd'hui consacrée au cacao et au tourteau de soja. Et puis pour clore cette édition, nous vous diffuserons une interview d'Arthur Portier que nous avons enregistrée il y a 2 jours. Arthur avec qui nous reviendrons sur le sentiment de marché, des marchés agricoles qui font face à un nouveau paradigme profond, et nous verrons dans quelle mesure cette nouvelle situation impacte l'évolution des prix des matières premières agricoles. Voilà pour le programme. Et donc en ouverture de ce bimensuel, de notre bimensuel et de votre bimensuel, il est temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons puisés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Et on commence avec la production mondiale de sucre qui devrait chuter de plus de 1,21% au cours de la saison 2023-2024, tandis que le marché devrait faire face en même temps en parallèle à un déficit de 2,1%, de 2,1 millions de tonnes, selon les dernières estimations de l'Organisation internationale du sucre. L'organisation a projeté la production de sucre pour 2023-2024 à 174,84 tonnes contre 177,02 tonnes cette saison. La consommation pourrait, elle, augmenter à 176 tonnes contre 175 tonnes précédemment, en cause une récolte indienne plus faible qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles l'Organisation internationale du sucre a réduit la production mondiale. En juillet, je vous rappelle que l'Indian Sugar Mills Association a estimé la production de sucre local à 31,7 millions de tonnes, mais le centre a également déclaré que cette évaluation était bien trop prématurée, donc affaire à suivre. La récolte de café en 2023 devrait, elle, atteindre au Brésil 54,36 millions de tonnes de sacs de 60 kg, selon l'agence Conab, une récolte en baisse par rapport aux prévisions de mai. Et ce, même si 2023 est une année creuse, la production de café devrait croître de 6,8% par rapport à 2022. En mai, l'agence prévoyait une récolte de 54,74 millions de sacs. Or, la récolte de cette année, qui a été récoltée à hauteur de 95% à fin août, devrait être la 3e plus importante du pays, derrière celle de 2020 et 2022. La production de grains d'Arabica devrait atteindre 38,16 millions de sacs, au-dessus de l'estimation précédente de 37,9 millions de sacs, selon toujours les données de la Conab. Cette augmentation reflète une expansion de 2,4% de la superficie plantée par la variété, couplée à un gain de productivité estimé à 13,9%. Alors que les prix alimentaires mondiaux ont légèrement reculé en août, ceux du riz, eux, continuent leur augmentation. Ils ont même atteint en août leur plus haut niveau en 15 ans, avec une hausse de près de 10% sur un mois, selon des chiffres publiés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette hausse des prix s'explique principalement par la décision de l'Inde le 21 juillet dernier d'interdire les exportations de riz blanc non basmati. Or, elle représente environ le quart de ces exportations habituelles de riz. L'Inde n'est pas le seul pays à avoir adopté des restrictions, pointe l'agence onusienne. Elle assure que de nombreux États et acteurs ont choisi de conserver des stocks, de renégocier des contrats, voire d'arrêter de faire des offres de prix. Voilà pour ce tour de l'actualité de ces 15 derniers jours. On va marquer une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Mathieu Driol et sa commo du jour. A tout de suite sur TV Finance. Retour sur le plateau TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur. Et désormais, il est l'heure de retrouver Mathieu Driol et sa commo du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Mathieu d'être avec nous comme tous les 15 jours, notamment dans cette édition du Minimag de la lettre de l'acheteur. On va commencer votre commo par l'évolution des cours du cacao. Eh ben, c'est une très très belle tendance haussière en fait démarrée depuis l'été 2022 grosso modo, et les cours ont enchaîné une succession de creux et de sommets ascendants très marqués, avec juste de façon intermédiaire là courant du mois de juillet 2023 un mouvement de correction qui a permis de définir un nouveau creux ascendant majeur, ou en tout cas important, à 2447 pence. Les cours poursuivent en fait et marquent régulièrement de nouveaux plus hauts. Alors actuellement, effectivement, on commence à être tendu au niveau des indicateurs, au niveau de l'amplitude du mouvement qui a quasiment en fait doublé depuis sa zone de point bas. Et on sait que ces ratios
ce type de hausse, hein, un doublement des prix est toujours un élément important. Alors, j'ai un petit signe de faiblesse à court terme pour l'instant, certes, mais je n'ai pas de signaux de retournement. Dans ce type de configuration, il ne faut jamais sous-estimer en fait la puissance de la tendance en place. Elle a toujours plus de chances en fait de se poursuivre que de se retourner, puisqu'elle se relance beaucoup de fois. À chaque fois qu'on fait un creux ascendant, elle repart, alors qu'elle ne va se retourner qu'une seule fois. À ce titre-là, donc on peut fixer des objectifs encore plus hauts, donc à 3400 et 3510. A contrario, si on commençait à réintégrer le précédent sommet à 2868, il faudrait commencer à être un peu plus prudent sur les cours du cacao, puisqu'on aurait perdu alors cette notion de polarité assez cher à nos yeux d'analystes techniques qui indique que la tendance, elle est saine, elle est toujours mise en place. Donc on peut consolider encore un peu, mais a priori, pour l'instant, pas de signe de faiblesse, si ce n'est effectivement cette tension sous-jacente. Mais après, de telles hausses, c'est un comportement, on va dire, qui est normal. Ok, très clair. Alors d'un point de vue fondamental, on peut expliquer cette situation de deux raisons. La première, c'est une raison climatique, puisque dans les zones où est produit le cacao, eh bien, on note une humidité particulièrement pesante actuellement. Or, l'humidité facilite la propagation des maladies, ce qui met en danger la récolte de l'année prochaine. Donc ça, évidemment, tire les prix vers le haut. La seconde, c'est la réduction des stocks. Les stocks sont moins importants qu'auparavant. Du coup, par la force des choses, eh bien, les cours, il y a moins de produits disponibles sur le marché. Donc les cours prennent de la hauteur. Je note donc un petit signe de faiblesse à court terme qui pourrait donc ravir les entreprises de la filière qui font face à des coûts de production de plus en plus élevés et qui donc in fine vont les répercuter dans leur prix, et par la force des choses, eh bien, c'est le consommateur qui va être pénalisé. Merci Mathieu pour cette analyse du CAC 40, du cacao, pardon, excusez-moi. On va poursuivre avec le tourteau de soja, Mathieu. Oui, alors là, c'est une configuration un petit peu à qui tout double. Les cours ont défini une résistance courant de l'été aux alentours des 450 avant de revenir encore une fois sur le niveau de support majeur à 387. Bon, c'est un niveau particulièrement robuste, on l'a déjà vu, il a déjà été testé à de très nombreuses reprises et il a maintenant le renfort de la moyenne mobile à 200 périodes qui est ascendante. C'est une zone qu'il ne faut tout simplement pas casser si on veut anticiper une poursuite de la lecture haussière de fond avec une belle impulsion en fin d'année 2022 et puis il y a un mouvement de digestion, de consolidation de ce niveau. Si on clôturait sous 387, eh bien, il faudrait alors considérer que l'impulsion, d'une certaine façon, elle est terminée, que les cours du tourteau rentreraient dans une phase de consolidation, correction, un peu plus volatile, en tout cas beaucoup plus erratique et avec moins de dynamisme. Il faudrait presque, d'une certaine façon, repousser au calendrier grec la formation d'un nouveau plus haut au-delà de cette zone des 500 qui avait déjà arrêté les précédentes tentatives haussières. Donc c'est un niveau d'une certaine façon clé si effectivement on ne voit pas des acheteurs revenir défendre ce soutien des 387 avec conviction dans les semaines à venir, eh bien ça présagera d'une poursuite de la dégradation de ces cours. Eh bien, écoutez, on sera très attentif à ce qui se passe donc sur les cours du tourteau de soja et verra si la poursuite de dégradation du cours est effectivement le scénario qui a été privilégié par acheteurs et vendeurs. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous, le fantastique Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, qui nous accompagne notamment tous les 15 jours dans nos éditions du Minimac de la lettre de l'acheteur. On va marquer une pause juste après. Comme annoncé, on va vous diffuser une interview d'Arthur Portier qui est consultant senior chez Agritel, interview qui a été enregistrée il y a 2 jours, et si je vous le dis, c'est parce que ce matin nous apprenons que les céréaliers français appellent à revoir les règles du commerce international, estimant être confrontés à un profond changement de paradigme du commerce international depuis notamment la guerre en Ukraine, qui a eu un impact considérable sur l'ensemble de la filière et l'ensemble des facteurs exogènes qui expliquent la hausse et la baisse des cours des matières premières agricoles. Du coup, par la force des choses, on ne pourra pas l'entendre sur ce point-là, mais je vous garantis que toutes les questions qui vont être posées ont été très intéressantes et je vous invite donc à rester avec nous. Je vous souhaite, sinon pour ma part,
une excellente journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. Très bonne journée sur Téléfinance. Dans cette nouvelle édition de votre Minimac de la lettre de l'acheteur, et désormais il est l'heure de retrouver notre invité pour notre interview, monsieur Arthur Portier. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour, merci Arthur d'être avec nous ce matin. Je rappelle juste à nos téléspectateurs que c'est un enregistrement, que nous sommes le 20 septembre et que votre interview sera diffusée le 22 septembre prochain. Arthur, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et lors de votre dernier passage sur notre plateau fin 2022, vous nous expliquiez que 2023 serait particulièrement délicat puisque l'on assiste à un changement de paradigme sur les marchés agricoles. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'on peut dire que l'insécurité alimentaire mondiale a augmenté ou non? Alors, le changement de paradigme a opéré tout simplement puisque les incertitudes qui étaient essentiellement des incertitudes météo par le passé se sont accumulées à des incertitudes qui ont été géopolitiques et ça a débuté évidemment en 2022 avec le conflit sur le territoire ukrainien, des incertitudes qui ont été réglementaires, on en entend parler actuellement, des incertitudes qui sont macroéconomiques, tout le monde regarde de très près les décisions de la Fed et de la Banque centrale européenne sur l'indice des taux, tout simplement parce que ça a une incidence sur l'économie des grandes puissances et donc sur les parités. Et puis, c'est vrai que nous avons des incertitudes de plus en plus nombreuses qui créent une volatilité assez accrue dans le marché. Maintenant, depuis fin 2022, on constate une baisse des prix des matières premières agricoles et notamment des céréales, tout simplement parce que les incertitudes liées à la logistique, notamment ukrainienne, se sont un petit peu assouplies. Les voies alternatives développées par l'Ukraine ont permis d'exporter de la marchandise du pays et automatiquement, nous sommes passés de mai 2022 pour la tonne de blé sur Euronext de 430 € la tonne à davantage 230-235 € la tonne à l'heure où nous nous parlons. Donc cette baisse-là a opéré. Évidemment, ça a détendu un petit peu l'atmosphère sur la scène internationale et notamment du côté des acheteurs, mais on peut tout de même signaler que l'insécurité alimentaire, par l'intermédiaire des prix extrêmement élevés, des soucis logistiques que l'on a eu sur le bassin mer Noire il y a quelques mois, automatiquement reste relativement importante. On a des soubresauts dans certains pays, notamment du continent africain, et la hausse des matières premières agricoles n'y est pas pour rien. Ok, très clair. Alors, on a bien compris que le risque géopolitique était un des risques majeurs sur les marchés agricoles. Le 15 septembre dernier, l'Union européenne a mis fin aux restrictions d'importation de céréales ukrainiennes imposées par 5 pays. 3 pays rebelles ont décidé de proroger malgré tout ces restrictions. La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur les marchés agricoles, Arthur ? Alors, il faut savoir que ces pays frontaliers qui importaient très peu de marchandises dans une année, somme toute classique, ont importé aux alentours des 8 millions de tonnes de grains l'an passé, tout simplement parce qu'il y a un couloir de solidarité qui a été mis en place par la Commission européenne. Donc, c'est un fait qui est relativement intéressant à noter puisque ça a permis tout de même une détente des prix. Maintenant, on comprend la grogne de certains producteurs locaux puisque automatiquement, il y a eu un surplus de marchandises dans les pays frontaliers. Il s'avère que si ce n'a pas une incidence majeure, cette restriction mise de manière unilatérale par certains pays comme la Pologne ou la Hongrie, pour ne citer que, sur les marchés des matières premières agricoles, ça n'aura pas de conséquences majeures. Par contre, c'est davantage l'union de l'Union européenne, donc l'unité de l'Union européenne, qui là est fragilisée, tout simplement parce que si la Commission européenne prend une décision et que des pays, de manière unilatérale, jugent plus intéressant de prendre leurs décisions eux-mêmes, alors le bon sens de l'Union européenne est remis en cause. Donc, ça participe à davantage d'incertitude, d'instabilité au sein de la zone unique, plus ça n'a d'incidence sur les prix. Maintenant, c'est vrai que sur les marchés, au-delà de cela, il faudra regarder la partie logistique. Pour l'heure, le transit des grains est autorisé, mais entre le moment où les grains ukrainiens entrent dans les pays frontaliers et ils sortent, il doit se passer un laps de 15 jours, selon les autorités locales. Selon les autorités locales, alors toujours au chapitre de ces restrictions sur les céréales ukrainiennes, on a appris hier que l'Ukraine avait porté plainte auprès de l'OMC pour faire lever plainte contre ces 3 pays pour faire lever ces restrictions. Donc on comprend que le problème n'est pas encore résolu. Arthur, le blé russe inonde les marchés mondiaux. Est-ce que on peut dire que malgré une qualité jugée bonne, le blé français manque de compétitivité à l'heure actuelle ?
Le terme est juste, hein, le blé français manque de compétitivité depuis le début de la campagne. Il s'avère que les Russes accumulent une deuxième bonne récolte de blé, plus de 90-95 millions de tonnes l'an passé, cette année autour des 90 millions de tonnes, donc des disponibilités qui sont jugées extrêmement importantes. Ces disponibilités-là, il faut les sortir. La Russie joue évidemment la carte de l'arme diplomatique qui est le blé, donc a offert du blé à certains pays, offre des facilités de paiement à d'autres. Et on se retrouve avec des exportations russes qui sont sur une dynamique extrêmement forte. Plus de 5 millions de tonnes de blé exportées sur le mois d'août, c'est quasiment un record. Le mois de septembre est bien parti également pour atteindre un niveau record. Donc automatiquement, la Russie est en train aujourd'hui de prendre d'importantes parts de marché au détriment évidemment des Ukrainiens, mais aussi des origines européennes, puisque vous le signaliez, l'offre française est aujourd'hui pas compétitive par rapport aux origines russes. Donc automatiquement, les acheteurs internationaux boudent à l'heure actuelle l'origine française. On notera tout de même que le salut vient de la Chine avec quelques courants d'affaires qui ont été réalisés. Maintenant, ça nous met pour l'heure hors jeu face au Maroc, face à l'Algérie, et il faudra regagner compétitivité pour aller retrouver ces destinations phares pour l'origine française. Et est-ce que la demande intérieure française peut combler ce manque à l'export, cette difficulté à l'export ? À l'heure actuelle, il s'avère que la demande industrielle est relativement faible. La demande chez les fabricants d'aliments du bétail est plus faible qu'à l'accoutumée. La demande export vers les pays de l'Union européenne, pareil, est sujette à discussion. Il en est de même pour les pays tiers. Donc, il y a difficilement aujourd'hui des secteurs qui peuvent sauver, on va dire, la mise du blé français à court terme, même si à moyen terme, tout reste totalement ouvert, puisque nous avons des stocks chez les principaux exportateurs qui sont particulièrement tendus cette année. Mais il faut bien le dire qu'à court terme, il y a une ambiance relativement morose avec une baisse de la consommation que l'on n'a pas seulement d'ailleurs chez les utilisateurs de blé, mais sur d'autres matières premières agricoles également, liées notamment à l'inflation et liées au ralentissement de la consommation. Ok, très clair. Une dernière question, Arthur, avant de vous souhaiter une excellente journée. J'ai cru remarquer que les mesures protectionnistes sur le marché agricole étaient de plus en plus nombreuses. Je pense à la Malaisie sur l'huile de palme, je pense à l'Inde sur le riz, le sucre et les oignons. Est-ce que c'est une tendance que vous avez observée, vous, chez Agritel, et qui pourrait avoir un impact qui de tendance se dégagerait comme étant quelque chose de plus dur et d'empirique et d'endémique au marché agricole actuellement? Alors, dans ce monde libéral, l'interventionnisme aujourd'hui a toujours fait partie du monde actuel, mais c'est vrai qu'il se renforce actuellement. Pour ne citer que l'Inde, on a vu les soubresauts que ça a créé sur le marché du sucre, dès lors que l'Inde a potentiellement annoncé des restrictions qui ont été démenties derrière sur les exportations de sucre, mais on va dire que le mal était fait, et on le sait, l'Inde a eu quelques difficultés d'un point de vue production agricole cette année. La Russie, même aujourd'hui, qui instaure un prix plancher pour répondre aux appels d'offres, c'est une sorte d'interventionnisme de l'État. Les opérateurs n'ont pas le droit sur des appels d'offres publics à vendre en dessous de $270 la tonne. Donc c'est vrai qu'on a, et on l'a cité juste précédemment avec des positions unilatérales, notamment de 3 pays sur 5 frontaliers à l'Ukraine, ces décisions-là aujourd'hui créent une certaine incertitude dans le marché avec des troubles qui peuvent vite opérer, puisque nous ne sommes pas à l'abri qu'un opérateur, qu'un pays, qu'un État, un jour ou l'autre, mettre des restrictions, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, qui bouleversent les flux mondiaux. Donc nous constatons, c'est vrai, davantage de politique d'intervention des différents États. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Arthur Portier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant senior chez Agritel. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir très vite chez nous. Merci beaucoup Arthur Portier, consultant senior chez Agritel.